Bonjour. Je vous propose aujourd'hui l'analyse linéaire d'un extrait du chapitre 4 du roman Le Rouge et le Noir, qui peut être étudié notamment dans le cadre de deux parcours. D'abord, Personnages en marge, plaisir du romanesque, mais aussi les romans de l'énergie, création et destruction. Le Rouge et le Noir est un roman d'initiation réaliste, empreint de romantisme, publié en 1830 par Stendhal. À la suite de trois chapitres, campant un cadre spatio-temporel très réaliste, dans la petite ville de Verrières sous la Restauration, l'incipit est prolongé jusqu'à ce quatrième chapitre, où enfin le héros Julien Sorel apparaît. Le lecteur a appris que le maire M. de Rênal souhaitait l'embaucher comme précepteur de ses enfants et que le père Sorel considérait son fils comme un vaurien. Le mystère reste donc entier et se lève enfin autour du personnage que l'on découvre dans un univers familial hostile. Procédons à la lecture du texte. En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor. Personne ne répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèces de géants, qui, armés de lourdes haches, écarissaient les troncs de sapin qu'ils allaient porter à la scie. Tout occupés à suivre exactement la marque noire tracée sur la pièce de bois, chaque coup de leur hache en séparait des copeaux énormes. Ils n'entendirent pas la voix de leur père. Celui-ci se dirigea vers le hangar. En y entrant, il chercha vainement Julien à la place qu'il aurait dû occuper, à côté de la scie. Il l'aperçut à 5 ou 6 pieds plus haut, à cheval sur l'une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force et si différente de celle de ses aînés, mais cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même. Ce fut en vain qu'il appela Julien 2 ou 3 fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie, et de là sur la poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. Un second coup aussi violent, donné sur la tête, en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre. Il allait tomber à 12 ou 15 pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action, qui l'eussent brisé, mais son père le retint de la main gauche comme il tombait. « Eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant que tu es de garde à la scie ? Lis-les ce soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé à la bonne heure. » Julien, quoique étourdi par la force du coup, et tout sanglant, se rapprocha de son poste officiel, à côté de la scie. Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur physique que pour la perte de son livre qu'il adorait. « Descends, animal, que je te parle !» Le bruit de la machine empêcha encore Julien d'entendre cet ordre. Son père, qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le mécanisme, alla chercher une longue perche pour abattre des noix et l'en frappa sur l'épaule. À peine Julien fut-il à terre que le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. « Dieu sait ce qu'il va me faire », se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tous qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Le Rouge et le Noir, partie 1, chapitre 4, Stendhal, 1830. Notre projet de lecture est le suivant. Comment le portrait en situation de ce héros marginal révèle-t-il les enjeux de l'intrigue ? Premier mouvement, de la ligne 1 à 5, on découvre l'univers de la scierie des Sorel et l'absence de Julien. Deuxième mouvement, ligne 5 à 11, Julien apparaît en marge de sa famille, dans une forme d'élection qui restera aussi son handicap. Et le troisième mouvement jusqu'à la fin, l'exclusion et la violence verbale et physique dont est victime le héros préfigurent l'échec de son entrée dans le monde plus tard. Le lecteur savait du héros qu'il suscitait l'intérêt de M. de Rênal, maire de Verrières. Nous le découvrons tardivement donc dans l'environnement familial, celui de la scierie des Sorel. L'autorité du père apparaît dès les premiers mots. Il s'agit de son usine. Désigné par le groupe nominal, le père Sorel, il donne immédiatement l'image du vieux paysan, austère et brutal. Caractérisé par sa voix de stentor, c'est-à-dire très puissante en référence à la guerre de Troie dans la mythologie grecque, ce père n'inspire pas la bienveillance. À la recherche de Julien, il se hâte avec une détermination qui ne laisse rien présager d'agréable pour le dernier-né qui semble absent. La restriction à la ligne 1, il ne vit que,
suggère l'idée que Julien n'est pas à sa place. D'emblée étranger à cet univers, il ne pourra être que différent de ses frères, tel le vilain petit canard. La description de la Syrie souligne l'activité répétitive, mécanique, accomplie par les frères aînés, présentés comme des géants. La dimension épique de cet univers est soulignée par les termes en vers, hyperboliques, et faisant référence à la mythologie toujours. La Syrie ressemble aux forges de Vulcain, à un monde souterrain, obscur, où règne un bruit assourdissant, comme en témoignent les nombreuses occurrences soulignant le niveau sonore. On n'entend rien dans cet antre mythologique où les frères, dotés d'une stature imposante et d'une force hors norme, accomplissent leurs tâches répétitives à l'imparfait d'habitude et docilement, exactement, à l'unisson, sous les ordres de leur père. L'appartenance est fortement soulignée par l'emploi de tous les possessifs, qui réunissent les membres de la famille, à l'exception de Julien, toujours invisible pour les autres personnages, comme pour le lecteur, qui attend avec impatience son apparition. On comprend ensuite que Julien désobéit aux ordres du père, puisqu'il n'est pas là, lui, à la place qu'on lui a attribuée. Dans le hangar, à l'intérieur, contrairement à ses frères. Le conditionnel passé exprime le regret, la déception du père. Et en effet, Julien est à distance des autres, en hauteur. Cette hauteur est symbolique. C'est celle qu'il a conquise par l'esprit, la lecture, et qui le place en position dominante. À cheval sur le faîte du toit, comme le fut son idole Napoléon Bonaparte sur sa monture, il apparaît dans une légèreté antithétique, en complète opposition avec les autres, présenté dans une lourdeur et une force écrasantes. La position de Julien est cependant fragile. En équilibre entre ciel et terre, il est prêt à basculer dans l'abîme. Symbole d'ambition, de volonté de dominer le monde, son refuge sur le toit est aussi celui d'un enfant qui croit pouvoir échapper à l'autorité. Dans l'ensemble du passage, les négations, les connecteurs d'opposition, le champ lexical de la chute, encore développé plus loin, apparaissent en bleu. Tout est déjà mis en place pour empêcher Julien de réussir. Le verbe empêcher est d'ailleurs aussi répété. Le personnage de Julien se définit ainsi en opposition avec les autres, là où les frères évoluent en harmonie avec le père, Julien contrarie la volonté paternelle. Au lieu de surveiller, il fait tout le contraire. Sa seule occupation, comme en témoigne l'emploi de l'imparfait d'habitude, est la lecture. C'est d'ailleurs le seul trait qui le caractérise, ce que souligne l'omniprésence du champ lexical de la lecture. Physiquement, à l'exact opposé de ses aînés, il apparaît du point de vue interne celui du père, comme le rejeton handicapé, qu'il est impossible d'aimer. Et ce d'autant plus qu'il renvoie le père à sa propre défaillance, son illettrisme. Il ne savait pas lire lui-même. Par sa simple existence et son don, il défie en quelque sorte le vieux Sorel. Le vocabulaire péjoratif, cette manie, odieux, l'adverbe intensif, si différent, renforce l'idée que le père est irrémédiablement déçu par ce fils pour ce qu'il est. Et c'est bien sur le même motif indicible que lors de son procès, Julien sera condamné, jugé pour ce qu'il est, tout comme Meursault dans L'étranger de Camus. La lecture est présentée ici comme une tare, une faute impardonnable. De manière tragique, Julien verra s'abattre les foudres de la société entière après celle de son père, qui le poursuit de sa terrible voix. Julien appartient à un monde lointain, incapable d'entendre le bruit du quotidien et le discours des autres. Le groupe nominal, complément circonstanciel de concession, malgré son âge, permet de souligner la force physique exceptionnelle qui rassemble les autres membres de la famille. Quant au livre jeté par le père, c'est l'objet symbolique qui disparaît dans les flots du passé et de l'enfance, à jamais détruit. Ou bien peut-on y voir l'équivalent des égouts, ce qui marque l'échec de la spiritualité, ainsi sali et rabaissé. L'adverbe enfin marque le début d'une avalanche de violence physique et verbale qui va tomber sur Julien. L'agacement du vieux Sorel est à son comble. Par 2 fois, les coups violents s'abattent sur le jeune homme qui frôle une mort violente et sanglante. Le lecteur a le sentiment que le héros a été sauvé facilement par la perversion d'un père qui se plaît à le maltraiter, tout en sachant que le personnage principal ne peut pas disparaître à ce stade du roman. Après avoir attendu longuement la rencontre avec Julien, le lecteur est encore l'objet d'un jeu, entretenu par le narrateur, qui se plaît à tenir les ficelles de ses marionnettes. Par ailleurs, le personnage de Julien nous apparaît immédiatement sympathique et pitoyable. Injustement maltraité, il se livre passionnément à la lecture, tout comme nous.
Ainsi, les coups et les insultes du vieux Sorel s'adressent à nous aussi. Julien laisse voir une grande force morale également, puisque la proposition subordonnée conjonctive de concession traduit sa résistance à la douleur physique. La douleur morale la surpasse, renforçant encore le contraste avec sa famille illettrée. Imperméable à l'univers brutal qui l'entoure, le héros vit dans une sphère spirituelle, où la lecture, et d'un livre en particulier, occupe toute la place. Ce livre faisait l'objet d'une véritable adoration. La descente est accompagnée d'une deuxième séance de violence physique et verbale, en rouge surligné en blanc. Julien est traité sans ménagement, et tel un criminel arrêté par les forces de l'ordre. Il est conduit dans l'obscurité de la maison familiale, tout en bas, sans aucune échappatoire pour l'instant. Là où le père est sujet de tous les verbes d'action au passé simple, enchaîné dans un rythme rapide, Julien est réduit à subir la situation. Il est manifestement habitué au châtiment corporel, que ses pensées sont retranscrites au discours direct. Enfin, sa sensibilité toute romantique laisse entendre également que son entrée dans le monde sera éprouvante et vouée à l'échec. Trop faible, différent, déjà présenté dans une mélancolie qui relève du mal du siècle, Julien Sorel est parfaitement inadapté. Sa nostalgie de l'épopée napoléonienne en fait également un représentant de ces enfants du siècle, rêvant de gloire, condamné à la violence d'un monde qui reste attaché aux valeurs passées. Le superlatif de la dernière phrase souligne l'intensité des sentiments éprouvés par le héros, ainsi que la mise en relief du titre, mise en attente par la tournure présentative, et les deux points finaux. C'était celui de tous qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. En conclusion, si le portrait du héros a été bien retardé, c'est pour faire naître une sympathie pour ce personnage ambivalent, qui n'a pas véritablement les qualités du héros traditionnel. Anti-héros avant l'heure, le personnage de Julien Sorel incarne cette jeunesse, en proie aux désillusions de la Restauration, en quête d'identité et de valeur. D'un point de vue narratif, on comprend que c'est la haine du père qui nourrit la motivation du fils à fuir, et sa volonté d'ascension. Ressemblant à Rastignac, personnage de Balzac, ou à Georges Duroy dans Bel Ami, Julien va être motivé par l'ambition, à travers son parcours initiatique. On s'attend à découvrir comment il s'endurcira dans un milieu hostile qui finira sans doute par le corrompre. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.